Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h19 et je suis avec la nouvelle ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Alors, bonjour Christophe Jacqueline. Vous êtes un habitué de ce plateau, mais là, vous êtes ministre de l'industrie. Ça nous fait plaisir qu'il y ait une ministre de l'industrie. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'en avait pas. Et j'ai vu avec Philippe Varin ce matin, le président de France Industrie, que c'était une bonne nouvelle pour eux. Ils se disent, ça y est, on a une ministre qui va s'occuper de nous. Alors on va commencer quand même par ce couac gouvernemental, les impôts de production. On avait tous compris que c'était 20 milliards d'euros. 10 puis 10, et là on apprend ce matin, et Bruno Le Maire nous l'a confirmé juste avant 7h, que c'était bien 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. On est d'accord ? C'est 10 milliards de baisse et c'est une baisse massive pour les entreprises. Vous savez, ça fait plus de 3 ans qu'avec Bruno Le Maire, on se bat pour obtenir cette baisse des impôts qui est une baisse pour les salariés, qui est une baisse pour rendre plus compétitive notre économie et qui est essentielle. Cette baisse, elle sera particulièrement ciblée sur les industries, les industriels. C'est-à-dire plutôt la CVAE que la C3S ? À ce stade, c'est le scénario qui se dessine avec le plus de force. Une CVAE qui sera compensée pour les régions, puisque les régions, elles ont vocation à investir dans le développement économique, donc il ne faut pas prendre à droite pour redonner à gauche. Et l'enjeu, c'est effectivement de permettre à nos entreprises de plus facilement développer des activités industrielles à un moment où vous avez un mouvement de relocalisation en Europe. Et il faut qu'on prenne notre part du lion dans cette relocalisation, que ça n'aille pas en Espagne, en Allemagne ou dans d'autres pays. Alors c'est vrai que 10 milliards c'est beaucoup, c'est dommage d'avoir gâché un peu la fête avec ce 10 plus 10. En fait c'est 10 chaque année, comme tous les impôts. Si vous baissez de 10 à un an, vous gardez la baisse. On est d'accord, c'est pas un coup de pouce, c'est pas une subvention de 10 milliards juste pour 2 ans, ça sera pérenne, on est d'accord. L'objectif, c'est évidemment que ce soit pérenne, comme toutes les baisses d'impôts que nous avons enclenchées, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la flat tax pour les revenus du capital. Toute notre politique fiscale est orientée pour faire en sorte que ceux qui travaillent et que les entreprises puissent continuer à se développer et créer de l'emploi. Alors du coup, j'ai une question. C'est que vous avez aussi annoncé que le plan de soutien à l'industrie, c'est de 40 milliards d'euros. Alors, c'est 40 milliards ou c'est 20 milliards ? Parce qu'on ne sait pas s'il ne faut pas tout diviser par 2 maintenant. Non, parce qu'en l'occurrence, comme vous le savez, sur ce qui est dépenses d'innovation, dépenses de fonds propres, ce sont plutôt des sommes qui se décident maintenant et ensuite que l'on dépense au fur et à mesure des dossiers. Et donc, qui vont s'additionner sur les différents projets. Exactement. Et donc, sur les 40 milliards, il y a les fameux 10 plus 10, 20 milliards d'impôts de production. Les 10, on va dire. Voilà. Mais il vous reste une enveloppe de 20 milliards d'investissement qui sera donc on est consacrée massivement à l'innovation, consacrée massivement à l'accompagnement en fonds propres des entreprises et à leur transformation vers transition écologique, énergétique et transformation numérique. Alors, comme un petit souci, c'est que cet argent bienvenu d'investissement dans les domaines que vous venez de rappeler, ça va commencer au 1er janvier 2021, au moment où la loi de finances 2021 rentrera en application. Est-ce que c'est pas trop tard ? Non, parce que nous avons déjà des dispositifs qui sont en place, au travers du plan auto, au travers du plan aéronautique, par exemple, et puis dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, il y aura une enveloppe de 490 millions d'euros. Donc un demi-milliard. Mais elle n'y est pas pour l'instant dans le PLF. Si, elle vient d'être déposée sous forme d'amendement. Ah, vous venez de déposer un amendement. Donc, l'objectif, c'est d'y travailler avec le Sénat. Vous savez que le texte est maintenant devant le Sénat, mais on sait que le Sénat était très volontaire pour qu'on ait déjà des outils pour démarrer ce plan de relance. Et donc, nous allons pouvoir commencer à accompagner la transformation écologique des entreprises, à subventionner la transformation numérique et effectivement à travailler sur des dossiers d'accompagnement de relocalisation en France. Donc sans attendre le vote du PLF à l'automne, vous mettez déjà sur la table un demi-milliard tout de suite sous forme d'amendement dans le PLF 3. Exactement, et également tous les projets territoires d'industrie, puisque nous avons des régions et des élus locaux et des entreprises qui ont travaillé depuis 1 an et demi à faire remonter des projets. Ces projets, ils sont prêts, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, donc c'est le moment de le faire. Ce sont des projets qui créent de l'emploi et qui aident à rendre le territoire plus compétitif. Alors, est-ce que ça suffira ? Parce que 10 milliards sur les 77 milliards d'impôts de production, ça nous laisse encore très loin des Allemands qui payent 7 fois moins d'impôts de production. Est-ce que ça va suffire pour remettre notre compétitivité au niveau des Allemands, par exemple ?
Vous le voyez, depuis 3 ans, on a commencé à recréer de l'emploi industriel. Oui, c'est vrai. Mais... On est également monté sur la première marche du podium en termes d'accueil d'investissement étrangers pour les projets industriels. Donc ça veut dire que avant même qu'on baisse ses impôts, nous sommes compétitifs. Donc c'est un peu comme faire la course avec un peu plus de vélocité parce qu'on allège des impôts et on les allège massivement. Donc ça a beaucoup de valeur pour les entreprises. On peut toujours faire mieux, mais l'enjeu que nous avons, c'est de faciliter, aplanir pour les entreprises le chemin pour qu'elles aillent créer de l'emploi, qu'elles aillent capter des parts de marché à l'international et qu'elles le fassent en développant des nouvelles solutions qui soient, je dirais, des solutions de transition écologique énergétique parce que ce sont les marchés de demain. Ce sont les marchés de demain. Est-ce que vous croyez à la relocalisation? Parce que la plupart des patrons qu'on reçoit sont des patrons qui ont des stratégies mondiales, qui ont des implantations internationales qui souvent d'ailleurs suivent les lieux de consommation et ils sont un peu sceptiques sur la relocalisation, même si vous avez raison, l'attractivité française a progressé. De là à leur faire changer leur plan d'investissement pour localiser une usine en France, il y a encore du chemin. Alors, d'abord, il y a eu un mouvement de délocalisation qui a été, pardon, mais un mouvement un peu moutonnier. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans le détail la réalité des gains de productivité obtenus lorsqu'on délocalise très loin, on ne prend pas en compte les coûts cachés de logistique, le fait que lorsque vous êtes à rupture d'approvisionnement, comme on l'a vu dans la période récente. Nous, on a pensé pendant des années que la logistique, ça fonctionnait tout seul et que c'était une commodité. Ben non, c'est pas le cas. On vient de le voir et c'est un risque qu'aujourd'hui les patrons doivent traiter. Et puis vous avez beaucoup de coûts cachés parce que lorsque vous êtes à distance des marchés, vous êtes moins flexible, vous répondez moins vite aux demandes des clients, vous comprenez moins bien. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile lorsqu'on travaillait avec les Chinois sur des outillages. On avait un terme pour ça, on disait c'était les pastèques. Vert à l'extérieur, ils nous envoyaient l'outillage et quand on déballait, on s'apercevait qu'il y avait plein d'imperfections et donc c'était rouge à l'intérieur. Donc attention à cette thématique de la délocalisation qui forcément apporte plus de compétitivité. Ensuite, vous avez raison, on ne va pas tout relocaliser. Non, par exemple, regardez, il y a un discours très politique sur les médicaments. C'est vrai que c'est un enjeu stratégique. En même temps, il y a des industriels de la pharmacie qui nous disent attendez, pourquoi aller relocaliser des composants, par exemple du Doliprane, alors qu'il y a peut-être cet argent, ces investissements d'avenir, il faut peut-être les développer sur les molécules de demain, pas sur les molécules d'hier. Alors moi, je ne partage pas totalement ça. C'est-à-dire que la crise a montré qu'il ne fallait pas balayer du revers de la main des molécules qui étaient certes pas extraordinairement nouvelles, mais qui étaient absolument nécessaires pour se soigner. Parce que ça, c'est un peu l'idée que, comme nous, on a plus d'idées, il faudrait qu'on prenne les choses les plus intéressantes, les plus technologiques. Non, le Doliprane, le paracétamol, c'est une molécule dont on a besoin. Et si on est dépendant de cette molécule, ça pose un problème. Là, nous avons une opportunité pour réimplanter un site de production en France. Et nous le faisons de manière compétitive. C'est ça l'enjeu. Le seul point, c'est d'arriver à avoir une offre qui soit compétitive. Pour avoir une offre compétitive, on le sait qu'on a un coût du travail qui est plus élevé que dans d'autres pays. On sait qu'on a des impôts de production qui sont plus élevés que dans d'autres pays. Mais on a aussi des avantages à faire valoir en termes de logistique, d'infrastructure, de capacité à recruter des talents. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à équilibrer la balance et à faire en sorte que ce soit l'intérêt des chefs d'entreprise de relocaliser leur production en France. C'est ce que nous faisons avec le Doliprane, c'est ce que nous faisons avec une usine de vaccins, par exemple, de Sanofi qui a investi 600 millions d'euros pour ouvrir cette usine de vaccins. Et j'ai, moi, sur la table, une trentaine de projets de relocalisation que nous allons étudier un par un et accompagner. Une question de concurrence, quand vous voyez que pour obtenir le feu vert de Bruxelles, Alstom va devoir vendre une de ses usines alsaciennes, ça vous désespère ou vous dites c'est normal ? Non, je crois que la position du gouvernement, elle est connue sur le droit de la concurrence. C'est qu'il nous semble qu'il faut que l'Union européenne évolue et une lecture du marché qui soit plus internationale, plus globale. Penser que la compétition se fait uniquement sur la plateforme européenne et que c'est à ce niveau-là qu'il faut comparer les parts de marché. Parce qu'ils disent que les droits des consommateurs sont plus importants, au fond, le prix qui va offrir au consommateur est plus important que le reste. Alors,
que les notions de souveraineté. C'est un bon point. N'oublions pas que c'est ce droit de la concurrence qui a permis aux consommateurs justement d'avoir accès à des biens, notamment équipements ferroviaires, etc., dont ils disposent ensuite. Donc, même si c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui achète le train, il le prend, le train, à des prix qui étaient tirés vers le bas. Donc, ce droit de la concurrence, entre ce droit de la concurrence, il a été très utile pour construire le marché unique et pour permettre aux consommateurs d'avoir la meilleure qualité de service. Mais c'est contradictoire avec l'idée de souveraineté européenne. Là où nous, on pense qu'il faut évoluer, c'est que la compétition mondiale a changé. C'est que quand les Chinois arrivent sur le marché français, ils sont subventionnés sur leur marché domestique et les parts de marché, elles s'apprécient au plan mondial. Et donc, c'est cela dont nous discutons, mais je pense qu'il y a une évolution aussi de l'Union européenne sur ces aspects-là. Thierry Breton a été très clair. Margrethe Vestager a également annoncé que sur la question des plateformes numériques aussi, c'est un peu le même principe. On verra par exemple avec la fusion. Il devrait avoir des évolutions. PSA, Fiat Chrysler, quelle sera la position de l'Europe. Une dernière question. En tant que ministre délégué à l'industrie, vous n'avez pas peur d'être la ministre des plans sociaux à la rentrée? C'est justement le point, c'est de faire du ministre de l'industrie, pas le ministre des problèmes, mais le ministre des solutions. Ça va être difficile compte tenu du contexte. Vous avez certes des restructurations, mais vous avez une transformation de l'économie française qui est massive et qui est à faire aujourd'hui, et je le dis pour les PME, mais vous serez la les ministre entreprises. qui acceptera les restructurations au nom justement de ces transformations? Oui, parce que c'est ça qui va créer de l'emploi demain. C'est ça qui rendra notre économie plus compétitive. Je préfère qu'aujourd'hui, on fasse le travail qui nous rendra plus compétitifs et qui demain nous permettra de créer de l'emploi, que celui qui consiste à mettre des sacs de sable autour des entreprises en disant ça va bien tenir, tandis que les autres pays sont en train de se moderniser à marche forcée. Eh bien, je vous réinviterai, on verra si vous avez le même discours lorsque vous serez confronté malheureusement à des plans sociaux massifs, mais en tout cas c'est un discours courageux que vous avez aujourd'hui. Non, ça fait 2 ans que je tiens ce discours et ça fait 2 ans que nous sauvons 9 sites sur 10 et 75% des emplois. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée.